Je m'appelle Pierre-Andrea Brett, je suis le réalisateur de Jessie, le court-métrage en réalité virtuelle. Je suis apprenti de la 2e promotion des ateliers du cinéma Claude Lelouch. Pour moi, le cinéma, c'est montrer quelque chose donc, qui n'existe pas, qui est dans la tête de quelqu'un. On peut raconter une histoire fantastique avec du vide, avec de la poussière, avec rien du tout. Et c'est ça qui me motive, c'est qu'avec vraiment très peu de choses, on peut faire un truc de fou. Comment est née Jessie ? Je cherchais une inspiration. J'ai regardé au plafond. Il y avait une petite araignée, donc c'était un folk, et qui était à l'envers. Et je me suis dit, mais comment lui m'observe ? Comment il voit le monde? Est-ce qu'il voit trouble? Est-ce qu'il me voit flou? Est-ce qu'il voit le monde d'une certaine couleur? Tout ça. Très vite, je me suis dit, bah tiens, on pourrait filmer sur les murs, sur les côtés, après à l'envers, après repasser à l'endroit, voilà. Et en fait, le seul animal qui me permettait de faire ça, c'était l'araignée, en fait. Et dès que j'ai eu l'idée de l'araignée, ça m'a fait flipper, en fait. Je me suis dit, oula, attends, Pierre-Andrea, calme-toi un peu. T'as peur des araignées, tu te lances dans un truc sur les araignées. Et rien que le fait de mettre une caméra à l'envers, ça me faisait déjà peur, ça, à la base. Après la théorie vient la pratique. Je commence par transformer en image cette idée de rotation de la caméra. Je me fais trop envie de faire. À chaque fois que je te vois, Qu'est-ce que tu essaies de faire encore? Les essais visualisés, je vais dans l'appartement de notre studio, mon terrain d'expérimentation. Dans cette pièce, je teste tous les positionnements possibles de cette caméra. Au sol, sur les murs et au plafond. Je découvre notre monde sous un nouvel angle de vision. Les perspectives se déforment. Le monde s'agrandit. Lorsque l'on a une caméra dans les mains, les possibilités de création deviennent infinies. Je mets en scène plusieurs actions que l'araignée pourrait vivre. Une araignée dans un verre, une passe sous une porte, puis un chien joue avec elle. C'est ça. Quelqu'un se tape dedans en passant. Elle se fait avaler par un aspirateur. Elle grimpe sur les arbres. Et elle se fait capturer par un être humain et observer dans un vivarium. Qu'est-ce que tu fais là? T'es sorti de ta boîte? Quand j'ai montré à l'étalonneur du film, qui s'appelle Grégoire Lesturgie, quand je lui ai montré mes essais, il m'a dit « Tiens, ça serait intéressant que tu fasses ça en réalité virtuelle, la vision de l'araignée. » Je lui ai dit « Bah oui, mais la réalité virtuelle, c'est du jeu vidéo, on fait rien avec et tout ça. » Il m'a dit « Si, je pense que ça serait super intéressant que tu fasses ça. » Au début, quand on me voyait avec la caméra 360 sur les murs, à l'envers et tout ça, on se moquait souvent de moi parce que je faisais des choses un petit peu différentes et les gens ne voyaient pas forcément l'intérêt. Et j'avais même eu un jour quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, de toute façon, la réalité virtuelle, pour moi, ça sera qu'une vidéo, en fait. Donc c'est pour montrer, c'est pour prouver aussi qu'un film en 360 degrés, c'est un film. Après cet échange avec Grégoire, je décide de me lancer dans la réalité virtuelle. Grâce à leurs 8 yeux, les araignées voient leur monde en 360 degrés. Je souhaite ainsi me rapprocher de leur perception. Voici une caméra 360 degrés à 6 objectifs. Lorsque ma main tourne autour, chaque objectif l'enregistre dans son axe. À l'aide d'un logiciel, l'ordinateur regroupe chaque objectif pour former un plan unique. L'ensemble peut être visionné dans un casque de réalité virtuelle. Grâce à cet appareil, le spectateur est en immersion dans un monde à 360 degrés. Ouais, ça fait un super bel effet. Comme nous l'a si bien appris Claude Lelouch, pour raconter une histoire, il faut l'avoir vécue. Je ne peux imiter le comportement d'une araignée sans la comprendre réellement. Pour en savoir plus à leur sujet, je contacte l'enseignante-chercheuse et arachnologue Christine Rollard. Elle me donne un rendez-vous dans son bureau au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Aller à sa rencontre est une lourde épreuve pour moi, mais je dois me confronter à ma phobie. En chemin, plusieurs indications m'annoncent de prendre garde. Pour commencer,
Christine souhaite que j'assiste à la dégustation d'un savoureux criquet. Ah, plus t'approches. Et cette néphile vit en liberté dans son bureau. Les présentations terminées, je découvre une espèce bien plus impressionnante. Donc elle est là-dessous. Hein. Donc elle vit en général, elle est plutôt à l'abri. Hein, donc elle doit sentir un peu les vibrations maintenant qu'elle était plus, tu vois, qui arrive là en fait. Hein, donc elle réagit. Oui. Et ça fait quand même plus de 20 ans qu'elle est dans ce truc-là, parce que c'était une prise de douane. Nourries, logées, tu vois, donc elles peuvent, je pense, atteindre quand même une vingtaine, peut-être une trentaine d'années. Donc là, elle cherche en fait à se protéger. Hein. Elle peut pas. Elle peut pas sauter, elle peut pas, non, elle balance pas de soie si je l'embête pas. Donc toutes les araignées que l'on peut voir ici, par exemple, tu vois, comme cette néphile qui est de grande taille, et ça fait partie des grosses mygales tropicales, hein, donc parmi les plus grosses en fait au niveau de la taille, hein, tu vois. Voilà. Ça va en fait, toi qui n'étais pas maintenant, il n'y a pas de souci. Et ça c'est un mâle, regarde, tu vois, et là, au bout des pédipalpes, il a des sortes de petites poires ici, là, ça correspond en fait au bulbe copulateur. Là ici tu as aussi mâle et femelle par exemple, des épères diadèmes qu'on voit sur des belles toiles dans les jardins. Et là c'est la femelle et ça c'est un mâle. Christine Rollard donne également des séances de désensibilisation des araignées. Ma phobie diminuée, je peux maintenant imaginer. De retour à Beaune, je décide d'observer le monde des minuscules de plus près. Mais un problème de taille apparaît. En approchant au plus près la caméra de mes sujets, ils deviennent flous. Et en utilisant un objectif à longue focale, on ne perçoit pas assez les détails. J'utilise alors des objectifs macro de portable, et j'obtiens ainsi des images agrandies. Pour aller encore plus loin, je cumule ces objectifs avec une boule de cristal. L'araignée est encore plus grande, mais je ne suis pas encore satisfait du résultat. Je souhaite vraiment filmer chaque détail de leur corps. Je retourne alors dans le bureau de Christine Rollard. Elle me donne l'accès à toute la collection du muséum avec les 25 000 espèces d'araignées répertoriées. C'est la plus classique de nos habitations. Et je les filme à travers une loupe binoculaire. Mais ces sujets dans l'alcool restent éternellement figés. Je décide alors de faire la chasse à l'araignée. Alors là, je travaille avec une petite salticide. C'est une araignée sauteuse qui fait 2 mm. Elle a des yeux de chasseur, des grands yeux de chasseur, donc c'est assez impressionnant. Alors à chaque fois qu'elle saute, elle a un fil pour se rattraper, un fil de sécurité, ça s'appelle. Et en fait, elle étudie son environnement, donc ma peau, elle la connaît pas. Elle va pas me mordre, elle va rien me faire parce que c'est une peau qui est trop dure. Notre peau, elle est trop dure par rapport à elle. Et elle va juste étudier son environnement, essayer de comprendre comment elle peut avancer. Et elle nous voit très certainement, en fait. Et donc, pour les capturer, tu fais comment ? Donc c'est un apprenti qui est juste là et qui arrive à les capturer à main nue. C'est un professionnel. Main nue. À main nue, ouais. Et Xiaotong, t'as pas peur, toi, de faire ça ? Non. Non, ça va ? Merci pour l'explication. Elle est partie où, Xiao ? Je sais pas, elle est tombée ici. Tu l'as pas sur toi, hein ? Oh non. L'araignée de haut. Tiens, c'est bon, Xiao, il y en a une là, ici, tu la vois ? Ouais. Celle ici. Donc tiens, je te passe le pot. Ouais. Je te passe le pot et tu la mets... Attends. Tu peux tenir le pot ? Pourquoi ? Parce que je peux pas toucher. Non, il faut deux mains. Hein. Faut 2 mains ? Ouais. Eh merde. Ah, c'est pas grave, putain. Donc là, on est en train de régler l'iPhone avec une loupe binoculaire pour pouvoir avoir une image. Donc il faut être très précis parce que voilà, le moindre mouvement et ça bouge. Elle n'arrive pas à s'accrocher. Ah, on voit le tapetum. Tu vois ? Le reflet dans les yeux, ici. C'est comme les chats, en fait. Ça s'appelle le tapetum pour les araignées. C'est le fond de l'œil, en fait. C'est vraiment un angle particulier, en fait, de la lumière par rapport à la caméra. Soudain, je sens des dizaines de regards se poser sur moi.
Ensuite, il faut rendre à la nature ce qu'elle nous a donné. À partir de maintenant, j'envisage la caméra araignée comme un animal avec des pattes visibles. Sur cet essai, on enroule un insecte avec du fil de soie. En voyant les choses en plus grand, je poursuis cette démarche avec des branches en bois. Ah, c'est dégueulasse. Celle de droite. Je me rapproche de l'idée souhaitée. Vas-y, 1, 2, 3. Et des petites branches attachées sur un gant prouvent qu'une bonne synchronisation entre les pattes est nécessaire. Je colle ensuite des poils de fourrure sur les branches. Mais les pattes restent rigides, ce qui empêche l'immersion du spectateur. Je lance alors la construction d'un prototype. Il me permet d'analyser le déploiement d'une patte en décomposant son mouvement. Une patte d'araignée contient 7 parties appelées segments. Grâce à cet essai, 3 axes de rotation suffiraient à donner l'illusion lorsqu'elle se plie et se déplie. À ce stade, la maquette se situe entre l'animatronique et la marionnette. Si j'envisage de reproduire les pattes numériquement, le coût de la modélisation serait abyssal et je perdrais l'essence de mon film, la prise de vue réelle. Je contacte alors des entreprises spécialisées dans les animatroniques. Elles donnent la vie à des créatures robotisées et mécanisées. Après un devis s'élevant à 30 000 €, je me tourne vers les marionnettistes. Là encore, le prix est composé de 5 chiffres. Par la suite, je rencontre Muriel et Philippe, 2 virtuoses du maquettisme. Ils conçoivent une maquette hybride à la frontière entre la mécanique et la marionnette. Ici, en tirant sur des câbles de vélo, les pattes se tendent et se détendent. Mais comment reproduire la démarche d'une araignée sans utiliser plusieurs mains? Le challenge est immense et après des semaines de réflexion, ils trouvent la solution. Pour réduire l'énergie humaine, les câbles sont tous reliés à une seule manivelle. Et pour reproduire un mouvement de pattes en différé, ils installent des disques de différentes tailles. Cette maquette sera utilisée pour les séquences de rêve. Toutes ces expérimentations me donnent des idées pour l'histoire du film. Une dizaine de scénarios sont écrits, des plus simples aux plus complexes. À force de réflexion, la version finale prend vie. Tous les essais terminés, je les fais valider par un maestro du cinéma, Claude Lelouch. C'est bien, hein? Ouais. Bravo. Je vous enlève le casque. Ouais. C'est vachement bien, hein? Bravo. Vous avez reconnu la musique? Ouais, c'est bien. Il était une fois dans l'Ouest. Ouais, c'est vachement bien. C'est joué au Térémine. Ouais, c'est vachement bien. Et en fait, on est dans la tête d'une araignée pendant tout mon court-métrage. Et comme une araignée, elle a une vision de 360, on peut tourner avec elle. Non, c'est vachement bien. Donc ça, c'est une scène où elle découvre une femme. Ouais. Et c'est après, c'est un petit peu sensuel avec la femme. Non, c'est bien, hein? Bravo. Bravo. Très bien. Ça se présente vachement bien. T'as vu, hein? C'est pas mal, hein? Vachement bien, hein? Non, c'est drôlement bien, drôlement bien. Bravo. Je fixe une date de tournage et le temps semble s'accélérer. Je rassemble une équipe et je trouve les acteurs du film. Ça va? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien fait. C'est cool, hein? Ah ouais. Donc là, t'as bien vu qu'on était à l'envers, tu oui, vois, c'est pour après déstabiliser. j'ai vu progressivement qu'on arrivait à l'endroit. Voilà. C'est génial. Il y a moyen d'aller loin en termes de réalisation. Franchement, genre, je trouve que c'est un projet qui peut... De toute façon, je te l'avais dit dès le début, hein, ça, quand on s'est rencontrés, je pense que c'est un projet qui peut aller loin. Et ça, rien que ça, faire partie d'un projet qui peut aller loin, c'est trop cool, tu vois, parce que c'est pour ça qu'on fait ça, tu vois. Est-ce que tu peux me vendre maintenant la feuille, s'il te plaît? La feuille? Tu sais que c'est des trucs que j'ai jamais fait, ça. Je te promets, j'ai jamais fait. Une feuille? Alors, une feuille, déjà, c'est fait avec des arbres, il faut le savoir, c'est important. Ça se brûle. C'est un bel outil, c'est une belle chose. Ok, super. Bravo. Et pour le personnage de l'arachnologue, Christine Rollard jouera son propre rôle.
Puis je mets en place plusieurs équipes pour la décoration du film. Jeanne et Lisa récupèrent la maquette d'araignée et l'habillent. Alors mon travail consiste à faire des patrons de pâtes pour pouvoir ensuite les mettre sur la structure et faire des tests en mettant de la teinture ou bien des poils. Là on a un premier aperçu du tissu au naturel lissé et là avec des essais de teinture. On a avec du café ou bien de la teinture spéciale tissu. Ensuite on va rajouter donc des poils qui vont se mettre superposés donc pour faire vraiment un effet araignée, un effet vraiment pâte. 2 semaines sont nécessaires pour réaliser cette étape. Et du coup, on aurait Deux. Muriel et Philippe font les derniers ajustements. Voilà. Celle-là, tu vois, on a un problème, elle descend pas jusqu'en bas. Regarde l'autre qui correspond, elle va toucher. Et celle-ci, elle touche pas. Je dois avoir un tout petit peu trop de tension là. Donc là, il y a un souci. Elle est trop rigide de cette articulation-là. Mais je vois pas comment on peut la pousser. Ouais, parce que là, on a la... Ah, et ben allez, un petit coup de scie. Hop. C'est chirurgical. Attends, si on détendait les câbles, non? Il n'y en aurait pas... Tu vois, elle vient se poser doucement et elle rebondit pas. On est bon là. Et puis là, ben, on est bon. Non, ça va bien. Il y a encore quelques petits poils à revoir. Et puis, mais je pense qu'il faut vraiment que tu sois coordonné avec celui qui te pousse, que ça soit un peu toujours le même. Ouais. Pour que... Et puis que toi, tu t'adaptes. Si tu sens qu'il ralentit, tu ralentis ta manivelle. Parce que sinon, bah, ça va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que ton araignée, elle va ou patiner, ou alors elle va mouliner, elle n'avancera pas. Ensuite, Elena ajoute un abdomen pour cacher le mécanisme et l'actionneur des pattes. Filmer en 360 degrés permet de récompenser le travail des décorateurs car tout sera visible dans le film. En parallèle, les constructions des décors débutent. Dès le début du projet, je rêvais d'un entonnoir démesuré. J'ai demandé à Mylène de construire un entonnoir géant dans le grand studio des ateliers du cinéma. Celui-ci mesure 10 mètres de longueur et jusqu'à 2 mètres de diamètre, le but étant de faire avancer la maquette à l'intérieur. Nous passons des journées entières de réflexion et de calcul pour éviter des accros entre les deux décors. C'est-à-dire que ton araignée, elle va venir pousser la petite vague. En fait, elle va pas venir, si ta vague était comme ça, elle va pas venir mettre sa patte. Oui, des petites pliures en fait. Des petites pliures, mais ces pliures, tu les couches. Ce qui est pas mal sur la vidéo, là, c'est quand on voit que la patte appuie. Elle passe touche, donc il faut qu'elle touche. Qu'elle touche et on voit bouger le Voilà, le exactement, exactement. Il faut que ça soit vivant puisque c'est de la toile. C'est la toile dans laquelle elle est. Le choix des matières est très important. La toile, ça permet d'avoir un côté assez réaliste et le film plastique, ça permet de réfléchir la lumière, comme on peut le voir ici. Et ça, c'est quand même assez sympa. Ensemble, elles offrent une profondeur à la structure. Le sol ne peut pas être recouvert de toile car les roues du chariot s'en mêlent dedans. Avec cette surface, nous restons sur du film plastique. Régulièrement, nous faisons des tests pour vérifier le bon enchaînement. Et à côté, Malou supervise l'installation du cocon géant. Il nous servira pour le début du film. Et la naissance. Quelques jours avant le tournage, j'ai capturé une tégénaire des maisons et je l'ai observée dans un vivarium afin de penser comme Anna, le personnage principal. Un matin, un liquide blanc est sorti de son abdomen. Sur le moment, j'ai cru qu'elle était en train de mourir, puis l'appel de Christine Rollard m'a annoncé une bonne nouvelle. C'était un moment rarissime à observer, l'araignée donnait naissance à sa progéniture. Et quelques semaines plus tard, j'ai ouvert le cocon de soie et une ribambelle d'araignée s'est doucement réveillée. Cette maman tégénaire a donné naissance à une centaine de petits. Tous les ingrédients rassemblés, l'alchimie commence. Alors voilà, premier jour de tournage pour le film Jessie en réalité virtuelle. Je suis le premier à être arrivé aux ateliers ce matin, levé à 6 h et dormi 2 heures cette nuit. Je n'ai pas beaucoup dormi car la veille, j'ai appris une très mauvaise nouvelle. L'ingénieur du son prévu pour enregistrer les dialogues des acteurs ne se sentait plus à la hauteur pour ce film.
J'ai reçu l'information à minuit pile et je n'ai plus eu de message de sa part. Mon tournage est compromis. Je n'ai aucun joker disponible et personne au sein de l'équipe ne peut s'en charger. Si j'avais repoussé mon film, toute cette énergie se serait estompée et jamais je n'aurais réuni à nouveau autant de monde. J'ai donc décidé de me lever plus tôt ce matin et je me suis préparé pour enregistrer le son moi-même. Un petit mot avant de commencer le tournage. Alors, je tiens à signaler qu'en ce temps de canicule et de chaleur humaine, je suis très content d'être parmi vous. Premier jour de tournage, on est Ça va le déter, faire. ça va le faire. Combate. Sayo. Tu te sens comment? Stressé, mais on n'a pas le choix. Donc, Moteur. Séquence 2, plan 1, prise 1. Clap. La première prise clapée, le tournage débute. Action. Et ben voilà, on y est. Vous allez voir, le voisinage est très tranquille. Voilà la porte de l'appartement. Dans un film en 360 degrés en prise de vue réelle, il est impossible de placer des micros dans le champ de vision. Autrement, il faudrait tous les effacer avec des effets spéciaux. Je dissimule alors dans les autres pièces des perches et j'accroche des micro-cravates sur les acteurs. Alors ça va là. Pour cette première séquence, les prises s'enchaînent rapidement. Ça va, ça se passe bien? Ouais. Un peu chaud, mais... Tu te sens comment là? D'accord, c'est celle-là. Là, j'ai hâte de faire la suite. Ça va, c'était bien l'agent immobilier? C'était très bien. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était très bien. Voilà. C'est ce que tu t'imaginais? Bah oui, alors non, je ne m'imagine pas du tout ça. Il y aura chaque plan seront dans ma tête et on va me proposer une variante, quelque chose en parallèle. Et c'est ça qui va faire le film, c'est la chose en parallèle. Nous poursuivons avec une scène essentielle dans l'histoire. Ça va être intense comme scène, je pense. Ça va être un peu sportif, mais j'espère que le résultat sera là. Anna se prépare dans la salle de bain et se rend compte que l'araignée l'observe. Elle réussit à la capturer dans un bocal. Avec cette caméra, nous avons le retour dans une tablette et l'image est très saccadée. Il n'existe pas de retour direct dans un œilleton. À chaque nouveau plan, il est donc primordial de se positionner à l'emplacement de la caméra afin de relayer les dernières retouches à l'équipe. Non, si c'est bon. Dans cette séquence, l'araignée descend du haut de la porte jusqu'au sol. Il a fallu inventer un système pour abaisser la caméra sans voir la machinerie. Elena a créé une plaque transparente perforée qui produit une légère déviation pour que la caméra puisse passer près du mur sans le frotter. À l'aide de cette poulie, Léo se charge de faire descendre lentement la caméra. Le moindre accroc et le spectateur peut ressentir de la nausée dans le casque VR. Ce soir-là, toute l'équipe a le droit de visionner les premières images. Chacun peut se rendre compte du travail qu'il a fourni. Là, je me vois dans la douche, je me vois mon reflet. Et la magie opère très vite. Oh là là, oh, les couleurs, c'est beau. C'est génial la scène du câlin là. Ah non, c'est pas un câlin ça, oh là là. Ce matin, nous commençons la journée avec un plan complexe. La caméra araignée dans le salon suit Anna jusque dans la chambre. Mais comment reproduire une avancée en 360 degrés sans chariot? Pour ne pas voir le cadreur dans le champ, nous utilisons une technique de tournage amateur. Nous posons la caméra sur un tissu noir sur lequel un fil de pêche est accroché. Le but est de tirer la caméra avec ce fil. Il faut donc tourner à l'envers la scène. Le tout est ensuite inversé au montage. Mais les acteurs doivent aussi se déplacer à l'envers. Il faut que toute l'équipe se comprenne. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, tu sais que Baptiste, une fois qu'elle joue du Térémine, Baptiste, il entre. Ouais. Et ben normalement, il aurait dû rentrer avec la porte, sauf que là, elle est déjà ouverte. Tu comprends le raccord? Mais attends. Attends, refais-moi ça, parce que du coup, on tourne toujours à l'envers. Bah oui. Parce que du coup, si toi, ton mouvement, c'est censé être ça, là, on le fait à l'envers. Donc du coup, toi, dans le principe, c'était de mettre ce mouvement à l'envers, l'autre mouvement à l'envers,
pour accorder les deux, comme si ça allait de l'avant jusqu'à la chambre. Oui, voilà. Et ensuite, on fait une prise spéciale quand elle vient chercher le térémine à l'endroit, c'est tout. Ouais, voilà. Alors, ça va maintenant, t'as peut-être pas tout pigé. J'ai rien compris. Heureusement qu'on fait pas Retour vers le futur parce que... Ah ouais. Alors là, en fait, c'est ta mère, mais dans le passé. Action! Non, top, ça marche pas. Tension dans le fil. Pourquoi ça coince? Parce que la croche se détache du support. C'est très explicite ce que je viens de dire. Après sueur et persévérance, nous parvenons à réaliser le plan et nous préparons la prochaine séquence. Elena doit décorer le vivarium de l'araignée. Il y a des endroits que je dois laisser quand même pour qu'on voit à travers. Oui, là, ici. Cette zone-là. Ouais. Donc je vais faire genre elle est plus Ouais, par là, voilà. dans le fond. Qu'est-ce que c'est ça? C'est celle-là l'araignée? Des criquets morts. Pour combien quelqu'un en bois ou en croquin? Non, il est mort, mais ça Pour pue. placer les criquets, je fais de nouveaux appels à notre professionnel. Alors là, tu prends un gros là, et tu me le mets là en plein milieu là. C'est vivant ou pas? Il est mort, Ouais, il est mort, il est juste immonde. Allez, du coup, t'en prends un seul. Un seul? Où? Là, voilà, ici. Ici? Ah, voilà, super. Tu me vomis pas dessus. C'est simple. Sauf là. Là, ça représente le vivarium. Donc, on a représenté donc un vivarium qui était assez chargé et ça fait assez peur, je trouve, parce qu'on essaye de chercher l'araignée là-dedans et elle n'y est pas. Plus nous progressons dans l'histoire, plus la relation du couple se dégrade et plus le vivarium change d'aspect. Il évolue en 3 phases. Une première, assez simple, permet à l'araignée et au spectateur de découvrir son environnement. Dans la seconde phase, les toiles commencent à s'étendre et des insectes prolifèrent. Dans la dernière, le silence règne. Plus aucun rampant ne se déplace. Le spectateur se trouve comme enfermé dans un cimetière. Des mues sont présentes pour montrer la croissance de l'araignée et l'écoulement du temps. Plus il y a de toiles, plus le piège se referme sur Anna. Donc là, ça peut sauter. Donc il faut que tu les mettes assez rapidement, Théo. D'accord. Ouais, il y en a C'est bon, c'est moyen, c'est pas très bon. Vas-y, mets, on va en rajouter encore un. Il est mort. Il me manque un cuisse. C'est vrai, brochette, les criquets aux brochettes. C'est le moment. La bestiole, elle va le bouffer. On a vu une bestiole par terre, du coup on l'a mis dans le vivarium. Elle est où? Moi je trouve ça immonde. Bah en fait ce qui me fait peur c'est leur rapidité. Elle est bien sur la caméra. Péa, t'as un criquet qui monte sur la cam. Oh, il y a un criquet sur la cam énorme. Regarde, elle monte dessus. Pour un petit déj, je trouve ça vraiment dégueulasse. Lorsque l'on tourne en 360 degrés en prise de vue réelle, on ne peut pas placer de projecteur à l'intérieur de la pièce. Pour cette séquence, le spectateur doit pourtant voir tous les éléments de l'environnement. Lucas, le chef opérateur, fait en sorte de positionner les projecteurs à l'extérieur de l'appartement. Il met une très grande source de lumière pour éclairer tous ces objets. Plus la lumière est diffuse, plus elle éclaire de manière uniforme les éléments. Nous avons utilisé les 3 ouvertures afin de faire rentrer le maximum de lumière. Ça va Manon, t'as faim? Je vais prendre du truc à café ici. Bah c'est pas trop ce que je prends au petit déjeuner. Ok. Donc tu gères la hauteur des pattes. Moi hein? Ouais. Nous achevons la dernière séquence dans l'appartement avec la maquette. Ouais, un peu vite. C'est un peu vite, Vincent. Là, on s'arrête là. Non, mais c'est moi qui... Dans la scène, l'araignée grimpe sur le lit, tire les draps et s'avance jusqu'à la poitrine d'Anna. Elle va juste couper. Hein. Oh putain, je vais Elle va juste plus loin. On peut aller encore un petit peu. L'équipe caméra a construit cette grue de fortune afin de poser la maquette dessus. Pour toi, Manon. Ah oui, j'ai les yeux fermés.
C'est bon. Est-ce que ça rend... Ça rend très très bien, il n'y a pas de problème. Non, mais je trouve ça très bien parce qu'en fait, ça marche presque du premier coup. Ce plan terminé, nous enchaînons avec les prises en studio. L'équipe décoration étire une toile d'araignée géante à l'entrée du tunnel. Le spectateur pourra s'imaginer d'autres galeries de toiles. Lucas et Léo règlent les derniers projecteurs. Je m'amuse bien. Donc c'est là que je me pose pas mal de questions, mais je m'amuse bien sinon. Avec Noé, nous nous accordons sur un mouvement synchronisé entre l'avancée du chariot et le déploiement des pattes. Ce travail est très laborieux. Pendant la prise, la caméra ne doit pas nous voir. Je me plie en 4 sur la petite planche. Un drap noir me recouvre et Noé me pousse derrière. Ces positions ne sont pas très confortables pour le dos, mais nous n'avons pas le choix. Et dans les loges, Manon répète une dernière fois avec ses chorégraphes, Julie et Anna. Elles ont conçu tous les enchaînements pendant 2 mois. Je sais pas ce qui m'arrive. Ouais, et d'un coup, c'est tu là sais pas ce qui t'arrive, et là, d'un seul coup, tes membres ils commencent à se crisper, comme ce que Pierre-André justement t'avait dit, tu sais, par rapport à une partie du visage qui se crispe d'un coup et qui est incontrôlable et que t'arrives pas à maîtriser. Juste à côté, nous faisons des étirements et nous préparons physiquement notre dos. Oh, tu plies les genoux là. Tes genoux, voilà, c'est bon, on a fini. C'est avec beaucoup d'émotion que j'observe toutes ces créations devant moi. Je réalise à cet instant que j'ai emmené toute une équipe dans mon univers. En observant Manon, je me souviens des dizaines d'essais réalisés pour en arriver là. Les scènes de danse terminées, nous enchaînons avec la transformation d'Anna en araignée. Tara, c'était quoi ta source d'inspiration pour ce masque? Les photos de référence de PA, donc l'araignée loup pour le placement des yeux. Il voulait quelque chose de réaliste et gore, de pas très propre comme La Mouche, film que j'adore. Et c'est la première fois qu'on m'accorde entre guillemets un peu d'effets spéciaux réellement sur un tournage. Je me reconnais pas. Je sais même plus à quoi ressemble mon visage en temps normal. En fait, tous les matins, il ressemble parce que tous les traits, tout mon corps est difforme et changé. Donc là, je vais vraiment incarner une araignée purement et simplement. Manon arrive sur le plateau. Maintenant, nous devons aller vite pour que le maquillage tienne avec la chaleur. Tara effectue les derniers raccords. Manon, tu te sens comment? Oppressée. Il est chaud, mais... Qu'est-ce que tu ressens quand t'avances vers l'araignée? Et ben là, j'ai plus l'impression que c'est moi qui ai le pouvoir, contrairement à avant. Que là, c'est moi qui lui fais peur, c'est moi qui est le dessus.
Même quand la lumière est entièrement contrôlée, des imprévus peuvent toujours survenir. Les prises de vue terminées, direction Paris pour finir l'histoire dans le bureau de Christine Rollard. À la fin, nous avons tous eu le droit de tenir l'anéphile en liberté. Le tournage principal a duré 9 jours. De retour à Beaune, du travail m'attend. Une ouverture du cocon géant doit marquer le début du film et la naissance de l'araignée. Avec 3 apprentis, nous réinstallons le décor dans le studio et nous tournons sur 2 jours. Nous essayons plusieurs couleurs afin d'apporter de nouvelles ambiances. Pour le tournage suivant, j'apprends à me surpasser. Ne bouge plus. Les images des araignées prises à la loupe binoculaire ne sont plus assez percutantes en réalité virtuelle. Je décide alors de refaire des plans avec un objectif macro de photographe. Tu regardes pas les lumières, tu regardes là cette fois-ci la caméra, d'accord? Allez, attention, on y va. Dans un premier temps, je sécurise toutes mes prises de vue avec des araignées mortes. Ouais, voilà. Puis je fais revivre mes sujets en utilisant l'électrostatie. Leurs soies sensorielles sur leurs pattes sont attirées par ce plastique. Mais ces images ne sont pas assez puissantes en termes d'émotion. Alors, l'ultime épreuve est arrivée. Alors ça y est, je vais enfin capturer une araignée vivante, une ou plusieurs. Voilà, une petite grotte. Je me demande si je vais pouvoir trouver quelques araignées ici. J'avance vraiment progressivement dans la caverne. Je sais pas ce que je vais trouver, j'ai un petit peu peur qu'on me saute dessus. J'ai l'impression que cette grotte va vraiment très profond. Et là ici j'ai repéré donc une énorme toile d'araignée. J'essaye de voir en fait s'il y a beaucoup de poussière ou pas, parce que s'il y a beaucoup de poussière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas entretenue comme une maison, et donc potentiellement il n'y a pas d'araignée à l'intérieur. Et j'ai peur de me retrouver nez à nez avec une grosse araignée. Et en plus c'est ce que je recherche. Pour le coup c'est vraiment des très grosses araignées que je recherche, parce que plus elles sont grosses, plus elles sont faciles à filmer, notamment au niveau des yeux. Alors pour l'instant j'ai abandonné l'idée de la grotte, c'était un petit peu trop ambitieux. Donc là, j'ai repéré dans ce petit trou une araignée qui était tout au fond, et en fait, je suis en train de lui faire du morse. On sait jamais, peut-être que ça peut marcher. Voilà, là, on la voit, elle est tout au fond. Ce qui est noir, c'est son abdomen, en fait. J'en ai trouvé une qui est juste à côté de celle d'avant, et elle se cache dans cette tuyauterie. J'ai un petit peu tapé sur le tuyau, et on voit que monsieur est sorti. Il va falloir que je la capture très vite. Et je sais pas comment, parce que je suis très loin d'elle. J'ai tout ça à parcourir et j'ai un carton avec moi qui a pris l'eau. Alors j'ai pas réussi à l'attraper. Elle s'est réfugiée sous ces tuyaux. C'est très embêtant parce qu'elle était très grosse. Je suis à côté de ma machine à laver, donc je pense que je ne vais plus jamais revenir laver mes habits dans cette pièce maintenant que je sais qu'elle est là. Là ici, il y a la deuxième araignée que j'ai essayé d'attraper tout à l'heure. Alors là, je vois qu'elle s'est dangereusement rapprochée de son trou. Je sais pas si elle va rentrer, si elle m'entend, si elle sent mes vibrations. Donc je vais attendre qu'elle soit à un endroit le plus éloigné possible avant de la capturer. Mission réussie. L'araignée est dans la boîte. Comme quoi la persévérance, ça paye. Alors, réveil un petit peu difficile ce matin. Je me suis mis dans une salle pour tourner tranquillement avec les araignées vivantes. Donc elles sont bien avec moi dans des pots. Si au début du projet j'avais pensé faire ça un jour, je l'aurais pas cru. Donc t'es gentil avec moi, d'accord? Tu bouges pas? Ça y est. Peut-être que là elle va se sentir un peu plus sereine. Alors là ça se passe très mal. Elle a sauté, elle m'a bondi dessus en fait. Et elle est là, elle est par terre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok. C'est bon.
Ce qui peut annoncer une mauvaise nouvelle si j'approche mon objectif de caméra trop proche d'elle. Peut-être qu'elle peut aussi réagir de la même façon, elle peut me bondir dessus. Donc je vais faire très attention. Maintenant, je vais me méfier. Donc je vais finir de tourner aujourd'hui mes macros avec l'araignée vivante. Donc il a fallu que je fasse quelques petites modifications par rapport à cette île. Je suis passé donc d'une île grande comme ça à une île comme ça, parce qu'elle est beaucoup plus proportionnée à la taille de l'araignée et je pourrais ainsi mieux la suivre lors de ses déplacements. Là, je crois que c'est un moment magique, ce que je suis en train de voir. L'araignée, en fait, elle est en train de boire, ou alors elle se nettoie les pattes, et c'est absolument magnifique. On a une telle précision dans les détails avec cet objectif. Moi, quand je la vois d'aussi près, je me demande comment c'est possible encore de vouloir les écraser après. C'est tellement détaillé, c'est tellement beau. Au tout début de cette aventure, je pensais pas pouvoir être aussi près d'une araignée au niveau de mon visage. Et grâce à la caméra, j'arrive à faire ça parce qu'en fait, je regarde la réalité à travers la caméra et ça me permet de me concentrer sur les images plutôt que sur l'araignée. Au fil des heures, l'araignée accepte ma présence et je peux quasiment la toucher avec mon objectif. J'ai l'impression qu'une connexion s'est établie entre nous. Alors là, je vais relâcher ma petite araignée, je la remets à l'endroit où elle vivait. Comme ça, elle va retrouver toutes ses petites habitudes. Je suis très content que ça se termine parce que ça symbolise la fin de mon tournage. Il faut savoir s'arrêter et avancer. Donc voilà, je suis un petit peu ému. Toute la création d'un film ne se limite pas simplement au tournage. La post-production joue un rôle déterminant dans la narration. Et ce chapitre va s'étaler sur 2 ans. Dès le début de la post-production, je me suis rendu compte que la caméra avec laquelle nous avions tourné, la caméra 360 degrés, elle demandait énormément de ressources aux ordinateurs que j'avais à disposition. Dans un premier temps, j'ai contacté des structures publiques et des productions privées spécialisées dans la réalité virtuelle et je leur ai demandé si elles pouvaient m'accueillir le temps de la post-production, par exemple pour l'étape du stitching, et elles ont toutes décliné ma demande. Donc j'ai cherché un ordinateur beaucoup plus puissant pour pouvoir traiter toutes ces images. Et ça fait 5 mois que j'essaie de terminer le court-métrage dans ma chambre. Je viens de finir l'étape du stitching et je vais vous expliquer le fonctionnement. Dans cette scène, les protagonistes déjeunent à côté du vivarium. La caméra à 6 objectifs a filmé les 6 angles de la pièce. Ces différents axes sont indépendants les uns des autres. Ils ne forment pas encore un plan unique. Le logiciel de la caméra peut le composer automatiquement, mais il y a beaucoup d'imperfections. Les lignes sont distordues et plusieurs objets ont disparu. Avec un autre logiciel, on peut les assembler cette fois manuellement. Mis côte à côte, les plans se superposent. Ici, Chris est visible sur 2 axes enregistrés par les objectifs les plus proches de lui. Comme on a 2 axes de caméra pour le même élément, on peut reproduire de la stéréoscopie de la 3D, visible en 360 degrés dans le casque. Et pour ce faire, moi ça m'aurait pris environ 3 à 4 mois de plus de travail, et c'était très chronophage puisqu'il faut reproduire de la 3D sur chaque élément, chaque décor, chaque objet, chaque personnage. Donc j'ai continué ma version en monoscopie, en 2D, et c'était déjà bien suffisant. Lors du tournage, nous n'avons pas eu la connaissance d'un paramètre essentiel en 360 degrés, la distance des objets. Certains objets sont très proches de la caméra, tandis que d'autres sont très éloignés. Il devient donc difficile de tous les intégrer et il faut faire des choix. J'utilise alors des points de masquage. Ils me permettent de donner la priorité d'affichage à un seul des objectifs dans un axe. Et parfois, pour un seul plan, je place plus d'une centaine de points de masquage, ce qui fait également planter le logiciel à plusieurs reprises. Visiblement, il n'est pas conçu pour placer autant de points. Je dois ruser avec lui en sortant une passe avant de mon plan et une passe arrière que j'assemble par la suite. Dans cette image, un autre détail de tournage m'a demandé une grande maîtrise. Lorsque Manon se lève pour rejoindre Chris, elle passe devant la jonction des 2 objectifs au niveau de la corbeille de fruits. Lors de son avancée, je dois modifier en permanence le décor derrière elle. Lorsqu'elle pose sa main sur l'épaule de Chris, en réalité, ils ne sont pas sur les mêmes objectifs.
Juste pour ce plan-là, je passe plus d'une 30aine d'heures dessus. Au total, je stitch 48 plans pendant 3 mois. C'est après l'acharnement et l'épuisement que j'obtiens toutes les images et je peux maintenant passer à l'étape suivante, le montage. Quelques mots par rapport au logiciel de montage que j'ai utilisé. Je trouve qu'il est très performant pour faire de la réalité virtuelle, mais parfois il est aussi très limité quand on veut faire des effets assez précis. J'ai eu l'impression parfois d'avoir travaillé sur une version bêta du logiciel. Je pense qu'il est très urgent de sortir aujourd'hui un logiciel de montage en réalité virtuelle, en prise de vue réelle, qui puisse répondre à toutes nos demandes. Et maintenant, prochaine étape pour moi, le rasage. Quel jeu? Arrête de mentir. Lâche-moi. T'as jamais eu peur d'elle en fait, hein? T'as jamais peur d'elle. Dis-le que t'as jamais peur d'elle. Dis-le. Dis-le! Quelques semaines plus tard, j'enchaîne avec la post-synchronisation des acteurs. C'est elle ou c'est moi? Ouvre! Laisse-moi! Allez, ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Ouvre cette porte! Nous réenregistrons leur voix dans le studio afin d'améliorer certaines prises de son qui ont mal été enregistrées par les micro-cravates. Et juste après, j'enregistre aussi ma voix pour ce making-of. Je retourne voir Christine une dernière fois dans son bureau. Elle visionne le film et j'enregistre sa voix. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de connaître vraiment mieux votre objet phobique. Il va falloir l'accepter et vivre avec. Accepter la présence. D'accord ? D'accord. Antoine, le compositeur, masterise les dernières musiques. Il m'a suivi depuis le début du projet. Donc voilà l'instrument qui était un petit peu l'instrument pivot du court-métrage. Donc le thérémine. Donc là c'est dans sa version thérémine synthétiseur, bien sûr, c'est pas le même qu'on voit à l'écran. J'ai utilisé le MS-20 que tu vois juste là derrière, j'ai utilisé la batterie électronique que tu vois là, j'ai utilisé une boîte à rythme, une électro-analogue rythme. Donc tu vois, souvent en fait ce qui se passait c'est que je mettais tes images et puis je commençais juste à bidouiller un petit peu avec un peu de reverb. Genre pas une reverb très appuyée, juste la reverb de la table de mixage. Je commençais à bidouiller. Tu vois, des genres de trucs comme ça, quoi. Devant notre écran de cinéma, Guillaume, le mixeur du film, enregistre quelques bruitages. Tous les éléments sonores rassemblés, le mixage commence. La spatialisation du son en 360, c'est de pouvoir positionner les sources partout dans l'espace, c'est-à-dire devant, sur les côtés, derrière, mais aussi en haut et en bas. C'est-à-dire que si une source est derrière, je vais l'entendre derrière. Si je me retourne, elle va être devant moi. Et c'est ça qui fait qu'on peut jouer avec l'espace d'une manière totalement nouvelle. Ça m'a fait découvrir un peu à quel point on pouvait utiliser le son différemment et à quel point on pouvait immerger complètement un spectateur dans un environnement sonore qui a une puissance qui dépasse encore la salle de cinéma traditionnelle de par le fait qu'en fait deux personnes vont pouvoir voir le même film d'une manière totalement différente. Et enfin, je retrouve Grégoire Lesturgy pour étalonner le film. L'étalonnage, c'est créer l'ambiance du film, raccorder les plans et faire en sorte que tout ça s'est tourné dans une même unité. C'est-à-dire, mon écran sera ce que verront les gens chez eux ou en salle de projection. En VR, le casque a sa propre interprétation des couleurs. On essayait techniquement de trouver ce qui faisait que les couleurs étaient différentes, est-ce qu'il y a un espace de couleur propre à lui, etc. On n'a pas tout à fait trouvé, donc on a fait la méthode empirique, c'est-à-dire j'étalonne et ensuite je regarde dans le casque et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Pour moi, je devais un peu travailler entre guillemets à l'aveugle en me disant, en mettant un offset dans ma tête de comment ça va rendre. Typiquement, les peaux ressortaient extrêmement roses, les couleurs un peu trop vives passaient un certain seuil. Et donc j'ai dû vachement décontraster et recalibrer ce que je faisais, quoi, à l'aveugle en gros. Vous voyez les pattes, Claude ? Oui, bien sûr.
Ça vous fait peur? Ah non, c'est fantastique. C'est impressionnant. À la sortie de l'étalonnage, le grand maestro visionne le film terminé. Impressionnant. Hein. C'est un univers... Ah. Bravo, hein. C'est très, très, très impressionnant. Hein. C'est très impressionnant. T'as une araignée dans la tête après. C'est fou, hein. Très impressionnant. Bravo. Bravo, tu m'as épaté. C'est bien. Je ne demande que ça, être épaté. Mais c'est vrai que c'est une autre dimension, quoi. Le jour où on pourra voir ce spectacle dans une salle de cinéma, ça changera l'histoire du cinéma. Tu vois. On sera dans une immersion complètement... Là, tu es immergé complètement, mais tout seul. On va y arriver un jour. Hein. C'est un peu... Non, c'est très impressionnant. Tu as fait un gros travail. Hein. Ouais, énorme. Énorme. C'est 3 ans et demi de ma vie. C'est insensé. Je suis parti de rien du tout. Je sais, je t'ai vu là. Bravo. Je suis très impressionné. Je suis très fier de toi. Bravo. Bon, allez, j'y vais. Ouais. Non, bravo. Merci. Je suis très content. Pour ton temps, Claude. Très content. Très, très content. Ça me fait très plaisir que tu aies été au bout d'une folie. Il a été au bout d'une obsession, tu vois. Oui. Ah oui. Ça fait... Tu as commencé quand? 3 ans. Avril 2019. Voilà. Non, c'est ça. Mais c'est ça le cinéma. C'est des obsédés. Il faut être obsédé quand tu fais ce métier. Bravo, je suis très très content. Et puis un matin, le soleil s'élève et le fruit a mûri. La post-production s'achève le 1er juillet 2022. 3 ans, 2 mois et 27 jours me séparent du premier essai filmé. Maintes fois, j'ai eu l'envie d'abandonner le projet. Mais au final, une idée revenait toujours dans ma tête. Celle de partager une nouvelle vision de notre monde multisensoriel. En traversant cette cour, je prends conscience du voyage parcouru dans ce lieu. Je réalise que je me suis battu jusqu'au bout sur le chemin le plus difficile de ma vie. Prochaine étape pour moi, l'aventure de la vie.